Ce documentaire, qu'on prépare depuis plusieurs mois, risque d'être particulièrement choquant. Alors je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Pour ceux qui ne savent pas, depuis quelques temps sur cette chaîne, je poste des documentaires dans lesquels on explore ce qu'on appelle la Fondation SCP. La Fondation SCP, c'est quoi? C'est un énorme complexe dans lequel on enferme ce qu'on appelle des créatures SCP. SCP pour Secure, Contain, Protect. En gros, ce sont des créatures, des objets et n'importe quoi que l'on n'arrive pas à expliquer. On les désigne alors comme étant des SCP, on y ajoute un tiret pour le classifier. Jusqu'ici, ça va? Vous me suivez? Par exemple, un SCP, c'est ce genre de truc. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Et c'est ce genre de truc-là qu'on va explorer jusqu'au moindre détail dans cet énorme documentaire. Aujourd'hui, on compte 5 classes différentes de SCP. La classe sûre, qui désigne des anomalies assez bien comprises pour être confinées sans risque permanent. La classe Euclide, pour les anomalies peu comprises ou imprévisibles, et capables de rompre leur confinement à tout moment. La classe Keter, l'une des classes qu'on a le plus vues dans ces documentaires, pour les créatures et les choses qui sont impossibles à confiner efficacement sur le long terme. Une autre classe qu'on n'a pas trop vue dans ces documentaires, c'est la classe Thomiel. Une classe qui désigne uniquement des anomalies utiles à la Fondation. Et enfin, nous avons la classe Apollyon. Une classe qu'on n'a pas encore vue du tout dans ces documentaires, mais qu'on va regarder dans celui-ci, un peu plus tard. Ce sont des anomalies qui, tôt ou tard, vont briser leur confinement, et qui pourraient détruire notre monde actuel. C'est genre les big boss de la Fondation SCP, tu vois, c'est les trucs où t'espères que c'est vraiment une légende. T'espères vraiment pas que c'est réel, tu vois. Bref, comme toutes ces vidéos documentaires, celle-ci est construite sous forme d'iceberg. Plus l'on va descendre dans l'iceberg, plus les SCP qu'on va traiter seront sombres et mystérieux. Accroche-toi et sache qu'évidemment, à n'importe quel moment de la vidéo, tu peux passer au prochain SCP si l'un des SCP qu'on regarde ne t'intéresse pas. Et je te conseille de pas regarder les derniers SCP qu'on va traiter dans cette vidéo. Bref, c'est parti. Commençons tout en haut de l'iceberg avec le SCP-1382. Ce SCP a un nom un peu bizarre. Il s'appelle Sauver nos âmes. Je vous laisse voir ce qui s'est passé la première fois qu'on a découvert ce SCP. Et pourquoi t'as aucune envie de le croiser. Quelque part autour sur le lac Michigan, un vieux pêcheur lançait sa ligne à l'eau. Honnêtement, John Dee ne se souciait pas d'attraper quoi que ce soit. Tout ce qu'il aimait, c'était de profiter de quelques heures seul sur son bateau. Malheureusement pour lui, sa tranquillité fut vite troublée par sa radio. SOS Marie, SOS Marie, SOS Marie. Immédiatement, le vieux pêcheur se jeta sur son radar et chercha la source du signal de détresse. Ce n'était pas loin de sa position. John Dee retransmit le signal aux autorités navales à proximité. 2 autres pêcheurs qui n'étaient pas loin eurent exactement la même réaction. Tous les 3, ils apprêtaient déjà les bouées de sauvetage, prêts à apporter secours à des personnes en détresse. Après ça, plus personne ne les a jamais revus. C'est quoi ce bordel? C'est tout simplement le SCP-1382. De loin, seule une bouée de mer rouge avec des traces de collision à haute vitesse est visible. C'est ça, le SCP-1382-1. Sous certaines conditions météo, notamment en cas d'obscurité ou lorsque l'eau est trouble, le 1382-1 quitte sa phase dormante pour devenir actif. Et comme d'habitude, avec les SCP, c'est à ce moment que les horreurs commencent. La bouée va émettre un code SOS en morse. Tout appareil qui aura le malheur de le capter et de venir porter assistance sera définitivement perdu. Dès que les bons samaritains sont sur place, une énorme vague surgit de nulle part et les engloutit. Malheureusement pour eux, ils ne meurent pas. Leur destin est bien pire. Car tout au fond de l'eau se cache la deuxième partie de ce SCP, le 1382-2. Il s'agit des restes de l'avion commercial Airlines Flight 441, qui avait été porté disparu autour du lac Michigan le 2 juillet 1973. À l'intérieur, les cadavres de 56 passagers et membres de l'équipage. Et tant que la bouée n'émet pas de signaux, ils sont immobiles. Mais dès que SCP-1382-1 entre dans sa phase active, les squelettes se réveillent. Ils ont même une température de 37 degrés, ce qui est normalement impossible pour des corps en décomposition. Et ce n'est pas le plus surprenant, parce qu'à les observer, les scientifiques de la Fondation sont clairs. Ils revivent en permanence les dernières minutes du crash. Ce n'est pas fini, car même s'ils affichent des taux de stress évidents, la Fondation SCP a réussi à déterminer que ce n'est pas le crash qui en est la cause. Voici un compte-rendu des actions de quelques-uns des victimes du crash, appelé 1382-3. Numéro 1 par exemple, se lève du siège pilote et se bat avec un inconnu avant de s'affaler sur le panneau de commande. Numéro 9, quant à lui, tombe à genoux et supplie une entité invisible. Le numéro 12 enfonce son doigt dans l'œil du numéro 13 qui semble crier. Le numéro 18 tente de manger la main gauche du numéro 19 et il réussit à avaler des bouts de doigts, tandis que le numéro 20 l'agresse. Le 22, le 23 et le 24 font des gestes vers les fenêtres passagers gauche, ce qui laisse à penser qu'il y avait quelque chose sur ou plus ou moins près de l'aile. Le 44 et le 45 maîtrisent les sujets 46 et 47, respectivement âgés de 8 et 6 ans, et ils commencent à les dévorer. Après vérification, 44 et 45 sont bien les parents de 46 et 47. Vous trouvez ça gore? Vous vous souvenez de nos 3 braves pêcheurs du début? Tenez-vous bien, ils ont remplacé les SCP-1382-3
53, 54 et 55. Ils ont pris leur place dans l'avion, tandis que les passagers originaux, eux, se sont volatilisés. Leurs corps sont dans des états de décomposition différents des autres. Parmi tous les corps présents, seul un essaye des choses différentes à chaque fois, le numéro 56. Formellement identifié comme les restes de l'agent 49-581, envoyé en exploration après la disparition des pêcheurs, contrairement aux autres, il sait ce qu'il se passe lors de la phase active. Il a déjà essayé de communiquer avec les autres. Rien. L'agent 49-581 a aussi tenté de sortir par plusieurs moyens différents de l'avion. Hélas, le temps imparti est beaucoup trop court pour qu'il réussisse. Après 13 secondes, toutes les instances de 1382-3 se tournent vers la bouée de mer Rouge. Il reste dans cette position jusqu'à ce que SCP-1382-1 cesse son SOS, ou qu'une nouvelle victime tombe dans le piège. Le SCP-1048, Teddy, classe Keter. Pourquoi est-ce que vous riez lorsque je vous dis qu'aucun ours en peluche n'est autorisé sur les sites de la Fondation SCP ? Voyez-vous, on en a déjà eu un, et ça s'est très mal fini. SCP-1048 est un ourson en peluche d'environ 33 cm, et il est fait avec les mêmes tissus qu'un ours Teddy normal. S'il vous voit, il y a des chances qu'il vienne vous faire des câlins au mollet, qu'il se mette à danser sur place, ou même à sautiller joyeusement autour de vous. Mais surtout, ne vous fiez pas à son apparence, ni à son simulacre d'affection. Si vous avez la malheur de croiser ce petit salopard, fuyez et donnez l'alerte. C'est pas une blague, hein. Nous n'avons aucune idée des limites des capacités de SCP-1048. Qui sait combien de ces foutus trucs se baladent dans la nature en ce moment ? Lorsqu'on l'a découvert, on a commis l'erreur de tomber dans son piège. Figurez-vous qu'il se baladait librement dans le site numéro 24. On n'a jamais su d'où il venait. Par contre, on était sûr d'une chose. 1048 boostait grandement le moral des agents. Et vu qu'on a un véritable problème de démission, de dépression, etc., ça a suffi à nous faire baisser notre garde. Et sachez-le, pour le plus grand bonheur de 1048. On a découvert, un peu trop tard, que 1048 nous mentait depuis le début. En réalité, il n'a rien d'un ourson tendre et affectueux. Nope, rien de ça. Ce ne sont que des stratégies pour vous leurrer. Et dès que vous aurez baissé la garde, alors il s'approchera de vous pour vous collecter du matériel humain. Collecter, c'était un mot douillet pour camoufler le fait qu'il vous ampute littéralement à votre insu. Ensuite, par un processus encore inconnu, il va créer un double de lui-même à partir des matériaux collectés. À ce jour, on en a dénombré 3, nommés originalement 1048A, B et C. Le A est un ours en peluche fait entièrement d'oreilles humaines. Ouais, vous avez bien entendu. Sa particularité, vous demandez ? Lorsqu'il est en situation de stress, il émet un cri aigu qui brise les tympans de tous ceux qui sont à côté de lui. Son cri est si aigu qu'il fait exploser les vaisseaux sanguins de vos yeux. Et malheureusement pour ses victimes, ce n'est pas ça qui les tue, mais son effet secondaire anormal. Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que 1048 a effet d'oreille humaine ? Eh bien, pour une raison inconnue, ceux qui entendent ces cris voient leur peau se recouvrir d'oreilles humaines, y compris dans les poumons et la trachée. Et c'est ça qui tue ses victimes. Le 1048B, quant à lui, est complètement identique à l'original. Et comment est-ce qu'on l'a repéré ? Il marchait bizarrement. Aussi simplement que ça. Quelque chose en lui luttait pour sortir. Il nous a royalement ignorés, alors que l'équipe de sécurité s'est jetée sur lui. Ce n'est que lorsque l'une de ses coutures s'est défaite qu'on a compris. Une main de bébé, un nourrisson, est sortie de la couture. L'une des chercheuses qui a vu la scène s'est alors mise à crier. Et 1048B, lui aussi, s'est mis à crier, avec les cris d'un nourrisson, avant de se jeter sur elle. Soyez pas trop attendris. À ce jour, c'est le seul des 3 qu'on a pu neutraliser. Enfin, SCP-1048-C, lui aussi similaire aux 2 autres, sauf dans sa composition, excite les matériaux humains. Il est entièrement fait de pièces métalliques rouillées. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai eu l'immense honneur de le découvrir. Il était là, dans un coin de la porte, à m'observer, alors que je remplissais le dernier rapport d'incident qui avait été causé par 1048B. Dès que je l'ai vu, il a pris la fuite. Hors de question que je le laisse filer. Et hors de question pour lui de se laisser attraper. Et devinez ce que ce petit ourson démoniaque a fait lorsqu'il s'est retrouvé en face du personnel de sécurité. Il a juste sauté au travers. Littéralement. Ce foutu truc a sauté carrément au travers de ces pauvres gens. Alors par pitié, si vous voyez l'un d'entre eux, sonnez l'alerte ou butez-le. Signé Dr Carver. C'est moi. On descend encore peu à peu dans les méandres de cet iceberg pour arriver à un des tout premiers SCP découverts. Le SCP-122. Il a un nom un peu particulier, il s'appelle Moins de monstres. Trop bizarre, hein. D'ailleurs, ce qui est encore plus bizarre avec ce SCP, c'est qu'il fait partie de la classe Thomiel. Une classe qui a donc pour but de servir à la Fondation SCP. Vous allez voir, il est un peu bizarre. Le SCP-122. Moins de monstres. Classe Thomiel. Jamais le personnel d'un site de la Fondation SCP ne s'est senti aussi bien. Tous les gardes et les chercheurs sont unanimes. Le SCP-122 les déstresse et les relaxe. Enfin, ceux qui vivent entourés des pires horreurs de la Terre peuvent se sentir en sécurité lors de leur nuit. Et ça se ressent. Il y a moins de démissions, moins de demandes d'analgésiques. Enfin bref, tout va bien. Et tout ça grâce au SCP-122. Alors, qu'est-ce que le SCP-122 ? C'est une veilleuse pour enfants, en forme d'étoile, qui avait été découverte dans un hôpital. Personne ne sait qui l'a amenée là et pourquoi. Mais quand elle est allumée, elle apaise le sommeil de toutes les personnes dans un rayon de 500 mètres.
Tous décrivent avoir vu un ange les protéger et les bercer durant leurs rêves. Là, c'est le moment où vous êtes sans doute en train de vous demander ce qu'un SCP aussi inoffensif fait dans ma liste des SCP les plus terrifiants. J'y viens, attendez un peu, car le SCP-122 a besoin de quelque chose pour fonctionner. Un sacrifice. Vous voyez venir le truc ou pas? Il a besoin qu'un enfant de maximum 14 ans s'endorme dans la même chambre que lui pour fonctionner. Et c'est là que ça devient gore. Car tant que le SCP-122 est branché, tous les enfants décrivent la même chose. Un ange qui vient pendant la nuit les protéger. Parfois il leur parle, mais dès que la lumière s'éteint, l'ange se déplace. Et en une fraction de seconde, il passe du coin du mur au pied du lit. Aux yeux des enfants, il commence à changer petit à petit. D'abord, ses ailes deviennent plus grandes. Son visage devient celui d'une bête sauvage. Son corps perd ses couleurs et vire au noir. Dès que la lumière scintille une fois de plus, le 122 montre son vrai visage. Ce n'est pas un ange, c'est une créature démoniaque entièrement noire. Et alors, il dévore les enfants dans le noir avant de disparaître. Et là, vous êtes en train de vous dire, oui, mais il n'y a qu'à le laisser allumer, non? Eh bien, ça ne suffira pas, car les chercheurs sont unanimes. L'objet se dégrade, et il clignote parfois tout seul. Ils ont beau faire tous les efforts du monde, ils ont finalement compris que le 122 n'est pas réparable. Est-ce que les bénéfices valent ces sacrifices d'enfants? Je vous avoue que, vous savez quoi, à vous de juger. Avez-vous déjà entendu parler du SCP-513, la cloche de vache? Celui-là, je vous avoue que moi j'en avais entendu parler quand j'étais gosse, et il m'a toujours fait un peu peur. Mais en même temps, il m'a toujours un peu fasciné. Bref, regardez. SCP-513, la cloche de vache. Classe Euclide. Vous la verrez dans une ferme. Vous n'y prêterez même pas attention, tant elle est d'apparence banale. La cloche de vache, alias le SCP-513, il est rouillé à l'extrême. Il n'a aucun signe ni aucune marque qui n'est visible à sa surface. Et tant qu'on ne la touche pas, elle est inoffensive. Mais commettez l'erreur de la faire sonner et toutes les personnes qui entendent son gong ressentent immédiatement une forte anxiété. Ils sentent que quelqu'un ou quelque chose les observe. Leur rythme cardiaque s'accélère, leur tension artérielle s'emballe. 1 heure après avoir entendu le son de la cloche, les premières visions commencent. Au détour d'un coin, lorsqu'ils ferment la porte, se regardent dans un miroir ou tournent la tête, les victimes peuvent l'apercevoir. Au début, ils ne le voient pas clairement, seulement une trace noire fuyante. Mais toutes les 14 à 237 minutes, il apparaît. Mais c'est lorsque ses proies sont endormies qu'il devient le plus dangereux. Le 513-1, un humanoïde émacié avec des mains anormalement longues, est vraiment dangereux. Durant leur sommeil, il se jette sur ses victimes et les griffe sauvagement. Impossible pour les victimes de fermer les yeux quelques secondes, sous peine de se réveiller dans une flaque de sang. Elles ne le savent pas encore, mais c'est le début d'une très longue agonie. Incapables de s'endormir et stressés par le 513-1, les victimes commencent à ressentir de la paranoïa, de l'agressivité, une vigilance accrue. Pire encore, seules les personnes qui ont entendu le gong peuvent le voir et le toucher. Pour l'entourage des victimes, ce sont des problèmes mentaux et rien d'autre. Et fatalement, ça se termine en une dépression si forte que toutes ces victimes finissent par vouloir disparaître. Descendons encore un peu pour aller au SCP-035, le masque de théâtre. Oui, certains SCP peuvent être des objets. Il n'y a pas que des créatures, et évidemment, même si ce documentaire va traiter principalement des créatures qu'on considère comme étant des SCP, il y aura aussi quelques objets, par-ci par-là, qui seront un peu surprenants. Regardez. SCP-035, le masque de théâtre. Classe Keter. À 10 mètres de lui, ce ne sont que des rires aigus énervants et des chuchotements incompréhensibles. Puis c'est une envie. Et enfin, à 2 mètres, ça se transforme en une pulsion. Une pulsion qui pousse les victimes du SCP-035 à porter ce masque. Parfois il sourit, parfois il grimace, parfois il est triste. Peu importe. Dès qu'il change son expression faciale, toutes les représentations à image de lui changent aussi. Le SCP-035 est un masque de comédie en porcelaine blanche. Il a 2 particularités. La surface avant de son visage émet une substance noire hautement corrosive que l'on ne retrouve pas de l'autre côté. Et il est capable de prendre le corps de tout objet ou entité avec une forme vaguement humanoïde, y compris des statues, des mannequins et des cadavres. À cause de la corrosion du liquide qu'il émet, le 035 est impossible à confiner sur le long terme. Ensuite, lorsqu'il arrive à convaincre un autre de le porter, il surcharge son cerveau et le tue instantanément. Il prend alors contrôle du corps de la victime et la tue sur l'instant. C'est une personnalité charmante, intelligente et charismatique qui arrive facilement à dissimuler son sadisme. Et si vous êtes trop loin, sachez qu'il est capable de communiquer par télépathie. SCP-439. Tu donneras vie à la colonie. C'est le nom de ce SCP. Regardez. Le SCP-439. Tu donneras vie à la colonie. La classe Euclide. Parfois, la mort ou la folie sont des châtiments douillets pour les victimes des horreurs contenues par la Fondation. En tout cas, c'est clairement ce que préféraient les victimes du SCP-439. De loin, il ressemble à un banal perce-oreille. Et à vrai dire, vous pouvez le manipuler sans risque. Non, le danger commence dès que vous vous endormez.
À partir de ce moment-là, le 439 va chercher à entrer dans votre bouche, avant de se frayer un chemin dans la trachée jusqu'à dans vos poumons. Et là, rien du tout. Vous vous réveillerez comme à votre habitude et reprendrez votre train-train quotidien. Ce n'est que 4 à 8 heures après que vos problèmes commencent. Vous allez d'abord ressentir une forte douleur à la poitrine. Vous n'arriverez plus à respirer à plein poumon. Et enfin, vous serez pris de violentes douleurs abdominales. Vous savez que quelque chose ne va pas. Mais à ce stade de l'infection, une fièvre surpuissante vous cloue au lit avant de vous priver de vos capacités élémentaires. Si vous trouvez que c'est horrible, les amis, souvenez-vous que l'on parle de la fondation SCP, et ce n'est que le début d'une longue agonie. Dès lors que vous serez immobilisé, le 439 va modifier votre code génétique. Son but, pousser votre corps à entamer une fibrodysplasie ossifiante progressive. Vous connaissez certainement cette maladie sous le doux nom de maladie de l'homme de pierre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une maladie extrêmement douloureuse qui pousse votre corps à transformer vos muscles en os. Déjà que pour des personnes atteintes de cette maladie, la douleur est constante, ici c'est encore pire. Car le 439 n'a pas beaucoup de temps à attendre. Il vous crée de nouveaux os à la minute. Sans surprise, vos nouveaux os transpercent votre peau, avec en bonus une douleur insupportable. Pour une raison inconnue, l'hôte du 439, vous, cherchera à se cacher dans un endroit clos et sans lumière. La douleur sera telle que l'hôte cesse totalement de bouger, avant de se recroqueviller en position fétale. À partir de ce moment, il deviendra méconnaissable. Certaines portions de son squelette vont disparaître, d'autres vont s'arrondir pour se transformer en une énorme ruche d'insectes. Ouais, vous avez bien lu. Vous êtes la nouvelle ruche de cet insecte. À l'intérieur de vos organes, le 439 va organiser son royaume et pondre entre 20 et 30 000 œufs. Parfois, ce royaume d'indésirables va consommer certains de vos organes et certaines parties de votre cerveau. Mais ils ne vous tueront jamais. Vous serez conscient, du début à la fin. Vous ressentez tout. Après 4 à 6 mois, une nouvelle reine va émerger de la colonie et ira se reproduire avec un autre mâle. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que la colonie meurt de faim, faute de reine. Mais, vous, l'hôte, n'aurez pas cette chance. Même après la mort de la colonie, vous serez encore vivant, agonisant et conscient pendant très longtemps. SCP-610, la chair qui déteste. Classe Keter. Autour du lac Baïkal, en Sibérie, une soudaine acné peut vous valoir d'être éliminé par la Fondation et le gouvernement russe. Ils préfèrent ne pas prendre de risques, car c'est le domaine de chasse de SCP-610. Le 610 est une maladie de la peau contagieuse qui se transmet par contact physique et via des spores. Honnêtement, vous pouvez facilement confondre les premiers stades avec une banale acné ou une allergie. Éruption cutanée, démangeaisons, sensibilité accrue de la peau. Au départ, les symptômes sont assez bénins. 3 heures après le début de l'infection, des imperfections apparaîtront sur votre corps. Votre torse sera le premier touché, puis vos bras et vos jambes. Au bout de 5 heures, vous ne serez qu'un amas de cicatrices béantes. À ce stade, il ne faut pas longtemps pour que vos fonctions vitales s'arrêtent. Pendant 3 minutes, vous serez mort. Puis, vous allez renaître. Ou plutôt, vos cicatrices vont renaître. Chacune d'entre elles va se mettre à évoluer au hasard. Tantôt, des bras pousseront. Tantôt des pieds, tantôt des têtes difformes au visage sans traits. Votre cœur, lui, va se mettre à battre 7 fois plus vite que la normale. En réalité, c'est tout votre corps qui va fonctionner à la vitesse 7. N'allez pas croire que les animaux sont épargnés. Même votre chat aussi va y passer. Une fois que tout un village sera infecté par le 610, ses habitants retrouveront un semblant de structure sociale. Pour le contenir, la Fondation a envoyé 3 membres du personnel qui avaient déjà été infectés par 610. Ils ont pu localiser une immense boule de chair au milieu du village et ont mis le feu. Et là, tous les villageois infectés se sont réfugiés dans la maison d'un noble local. Ce n'est pas fini, La maison, ou plutôt le manoir, s'est effondré sur lui-même. À la place, un immense trou béant, creusé à la main. Quelques instants plus tard, une créature non identifiée, avec une tête 20 fois trop large et des traits humains, en est sortie. Heureusement pour la Fondation, la créature s'est contentée de détruire le drone avant de disparaître. Mais jusqu'à quand ? On descend un peu. SCP-372, le sauteur périphérique. SCP-372, le sauteur périphérique. Classe Euclide. Face au SCP-173, et le dernier son que vous entendrez sera le craquement sec de votre nuque. Face au SCP-096, c'est l'inverse. Ouvrez vos yeux ne serait-ce qu'une seconde et vous vous ferez rouer de coups par le Shy Guy. Pourquoi je vous parle d'eux ? Parce que le SCP que l'on s'apprête à voir peut aussi vous tuer si vous ouvrez vos yeux au mauvais moment. Le 372, alias le sauteur périphérique, même aujourd'hui, il est impossible de savoir à quelle espèce il appartient. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il mesure environ 2 mètres, pour presque 45 kilos. Son corps n'a pas de bras, malgré le fait qu'il ait une tête d'humanoïde. Il a 8 paires de pattes étroites, parsémant tout son corps. Clairement, ce n'est pas une bête qui gagnerait un concours de beauté. Mais c'est pas ça le plus effrayant. Le 372 a une vilaine manie, se cacher dans les angles morts de votre vision. Le 372 est si rapide et agile qu'il bouge
tellement vite que vos yeux n'arrivent pas à détecter ses mouvements. N'essayez pas de le piéger du regard. Sa tête est équipée d'un organe sensoriel capable de détecter les impulsions électriques du cerveau humain. Autrement dit, dès l'instant où vous pensez à déplacer votre regard, il le sait déjà. La plupart du temps, il est docile et inoffensif, tant qu'il est nourri. Mais si vous avez le malheur d'essayer de l'observer sans lui laisser d'angle mort, l'un d'entre vous mourra. Le SCP-895. Le cercueil. Classe Euclide. Le 895 est un cercueil en chêne orné découvert dans une morgue aux USA. Lorsqu'ils ont été interrogés, aucun des employés ne se souvenait de comment est-ce qu'il était arrivé là. Comme à son habitude, la fondation SCP a dépêché sur place une task force assistée par un centre de commandement. À leur arrivée, les hommes de la force d'intervention mobile ont rapidement sécurisé le cercueil avant de l'ouvrir. Et là, il n'y avait rien. Aucune propriété anormale, aucun monstre. Mais quelque chose n'allait pas. Leurs interlocuteurs du centre de commandement se sont mis à marmonner des choses incompréhensibles. Quelques secondes plus tard, des tirs se sont fait entendre. Tous les membres du centre de commandement sont décédés. La raison ? Le SCP-895. Lorsqu'il est observé en direct, il ressemble à un cercueil classique. Par contre, quiconque a le malheur de l'observer via un équipement vidéo sera pris d'hallucinations violentes. Si la vidéo est prise à moins de 5 mètres de l'objet, les victimes sombrent dans l'hystérie et s'entretuent. Le SCP-1351. La grotte. Classe Euclide. Le 23 avril 2009, une équipe de la fondation SCP composée de 6 hommes et de 2 femmes sort de la grotte. Leur commandant, le major Mortimer Cornelius, ne reconnaît plus aucun de ses collègues. Il est catégorique. Ils sont entrés dans la grotte en 1925 et ils n'y ont passé que quelques heures. Mais pourquoi ses collègues lui disent qu'il est en 2009 ? 100 ans, ce n'est pas 100 secondes. Du côté de la fondation SCP, on a beau chercher, mais aucune trace du major Cornelius, y compris son équipage. Pire encore, il y a une incohérence majeure. La grotte, elle, n'a été découverte qu'en 1995. Comment la fondation aurait-elle pu y envoyer des hommes 70 ans avant ? Pourtant, tout chez cet équipage, sorti de nulle part, correspond. Leur tenue, leur badge, ce sont vraiment des agents de la fondation des années 20. Le 10 juin 2011, une équipe d'exploration parcourt la grotte et tombe sur les restes de 4 humains adultes semblant être des agents de la fondation. Sauf que leur matériel n'a jamais été vu par la fondation. D'après les estimations les plus optimistes, les technologies employées ne seront pas disponibles avant les années 2030. À ce stade, vous avez déjà compris à peu près ce que c'était que ce SCP. Le 1351 est une grotte située dans le parc national de Mammoth Cave, dans l'état du Kentucky. Première bizarrerie, la seule entrée connue est un dôme situé à 125 mètres sous terre. Sauf qu'à l'intérieur, il fait 750 mètres de haut, ce qui aurait dû faire qu'il dépasse du sol. Ensuite, toute la grotte n'est constituée que d'une seule surface, le sol, et d'un élément délimitant, le mur. Au fil des kilomètres, le mur gauche devient le mur droit, et inversement. Le plafond devient le sol, et le sol devient le plafond. Le haut devient le bas, et le bas devient le haut. Même la gravité et le temps n'existent pas dans cette grotte. Le SCP-002. La salle à manger. Classe Euclide. Le SCP-002 a été découvert dans une météorite extraterrestre, au Portugal. Il doit rester connecté à une alimentation électrique en permanence, ce qui le met dans un état de sommeil. De l'extérieur, le SCP-002 est une grosse boule de chair charnue ressemblant à une tumeur. On estime qu'elle fait à peu près 60 mètres cubes, bien que cela fasse débat. Sur l'un des côtés, il y a une valve en fer. Tant que vous ne la franchissez pas, vous êtes en sécurité. Mais dès que vous le faites, vous êtes officiellement considéré comme perdu. L'intérieur du 002 ressemble à un appartement à loyer modéré, avec une fenêtre sur le côté. Premier paradoxe, il n'y a aucune fenêtre visible à l'extérieur. Deuxième paradoxe, le mobilier. Au départ, la pièce était vide. Et à chaque fois que des humains y entraient, de nouveaux meubles apparaissaient. Un canapé, une lampe de chevet, un tapis, une télé. Vous voyez le truc venir ou pas ? Pour vérifier ce à quoi vous pensez, la fondation a envoyé de valeureux classes D prélever des échantillons. Puis elle les a analysés. Et la stupeur, les meubles sont faits de tissu humain. Grâce à leur ADN, on a pu établir une correspondance entre les personnes disparues et l'ADN des meubles. Alors on pourrait se dire que le meilleur moyen d'arrêter ce SCP est de ne pas y entrer. Mais pas si sûr. Le SCP-002 possède une arme secrète. Il est capable de pousser les gens à une certaine distance, d'entrer en lui, obligatoirement. SCP-106. Le caporal Lawrence. Classe Keter. Toute réduction de l'activité ou l'augmentation de la coopération des SCP-06 doit être considérée comme suspecte. SCP-106 est et sera toujours hostile. Ne vous fiez pas à son apparence d'être humain âgé. Les balles, le feu, le froid n'ont aucun effet sur lui. N'essayez pas de le combattre, ne vous approchez même pas de lui. Le 106 est un humanoïde âgé, dans un stade de décomposition avancée, et qui n'a qu'une seule passion, torturer ses victimes pour l'éternité. Il a une passion dévorante pour les hommes de 10 à 25 ans. Et il peut traverser tous les matériaux. En plus d'être résistant et sadique, le 106 a un autre atout qui le rend particulièrement dangereux, sa dimension de poche. Dès qu'il touche une surface, il peut entrer dans une dimension où il a le contrôle sur le temps et l'espace. Il n'a qu'une seule faiblesse connue à ce jour, le plomb.
Lorsque sa cellule en est recouverte, il a des difficultés à traverser les murs. C'est déjà ça. Ce qui est terrifiant, c'est que le 106 ne chasse pas par famine. Non, en réalité, sa seule motivation, c'est de faire souffrir les gens. Dès qu'il s'évade, un classe D de 10 à 25 ans est placé dans sa cellule. On lui brise les fémurs, les tendons et on le laisse comme appât. L'objectif, il faut qu'il crie le plus fort possible. Le 106 revient alors à chaque fois pour le capturer et on n'a qu'à boucler sa cellule. Tant pis pour sa malheureuse victime. Le SCP-2086, le bus mangeur d'hommes. Classe quêteur. Vous rentrez d'une soirée alcoolisée avec une bande d'amis. Comme d'habitude, vous attendez à l'arrêt de bus. Un bus vient de passer. Alors, vous savez que vous allez devoir attendre au moins 30 minutes pour le prochain. Et ce soir, vous êtes chanceux. Un autre bus se présente en moins de 5 minutes. Il est vide, propre, il n'y a pas de lascar ni de personne louche. Alors, vous montez. Et en plus, il suit votre ligne. Le chauffeur n'est pas très bavard. Depuis les places arrière, vos amis le titillent sur les dernières actus football. Il ne vous répond pas et continue de faire son travail. Peut-être qu'il a eu une dure journée. Le bus continue sa tournée. De plus en plus de personnes montent dans le bus et chacune a les yeux collés sur son téléphone. Ça y est, vous voyez votre arrêt. Vous appuyez sur le bouton stop, le chauffeur vous ignore. Vous réappuyez en lui demandant de s'arrêter, il vous ignore et accélère davantage. Vos amis s'énervent, se rapprochent de lui et tous les passagers du bus se mettent à vous observer. D'un coup, un cri d'horreur. Votre ami, parti parler au chauffeur, hurle de terreur. Devant lui, les orbites larges et desséchées de ce qui n'est clairement pas le chauffeur le regardant. C'est la panique dans le bus. Tous les passagers se ruent sur les portes et frappent les vitres. Pendant ce temps, le bus s'accélère. Et puis, plus rien. Vous ne sentez plus rien. Et votre dernier souvenir, c'est le bruit de votre tête qui heurte le plancher. Sans le savoir, ce soir-là, vous n'avez pas pris un bus normal. Vous avez pris le SCP-2086. Le 2086 est une espèce d'arthropode ressemblant à s'y méprendre à des véhicules de transport en commun. Lorsqu'ils sont en chasse, les 2086 imitent parfaitement des bus de transport. Par contre, une étude plus poussée révèle que l'acier, le bois, le plastique et même le verre, à l'intérieur, sont en fait de la chitine. Ils suivent des itinéraires presque identiques à ceux des bus normaux. Et à chaque arrêt de bus, ils embarquent de nouveaux passagers jusqu'à en avoir suffisamment. Et c'est à ce moment précis que le 2086 manifeste son comportement anormal. Les conduits d'aération du pseudobus relâchent du chloroforme pour endormir leurs victimes. Puis, le toit du bus se transforme en aile et les roues en d'immenses pattes noires. Dès qu'il est dans un coin sombre et reculé, le 2086 s'envole pour rejoindre son nid. Généralement, une ferraille ou un dépôt de casse automobile. Et c'est là que le cauchemar commence pour les victimes. Car non, elles ne sont pas mortes. Bien souvent, à leur arrivée au nid, ils cessent d'émettre du chloroforme, ce qui réveille les malheureuses victimes endormies. Dès qu'elles ouvrent les yeux, elles se font traîner à l'extérieur du bus par des 2086 plus jeunes, qui vont les dévorer vivants. Là aussi, les 2086 prennent leur temps, car après les avoir avalés via un sphincter situé sous le capot, ils ne les tuent pas. Non, ils les installent sur le siège du chauffeur. Et des tuyaux sortent du siège pour les vider progressivement de leur sang. La victime devient le nouveau chauffeur d'un petit bus mangeur d'hommes. Une fois que SCP-2086 a fini de pomper tout le sang de son chauffeur, une solution saline et de la laque sont injectées dans le cadavre. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'un bus roulant de nuit sans chauffeur attire beaucoup trop les soupçons. Le SCP-342, le dernier voyage. Classe Euclide. Découvert pour la première fois en 1936 à Chicago, le 342 est un ticket de transport de masse. Il n'a pas d'apparence fixe. Le 342 prend systématiquement l'apparence d'un ticket de la compagnie de transport la plus proche. Jusqu'à présent, personne n'a jamais pu l'observer en train de se métamorphoser. Tant qu'il n'est pas utilisé, il ne représente pas de menace. Une simple enveloppe de papier suffit à le contenir. Les problèmes commencent dès qu'un malheureux l'utilise comme un ticket standard. Dès le moment où le contrôleur appose son tampon, la victime est perdue. À partir de cet instant-là, dès qu'elle montera dans un véhicule de transport, la victime sera incapable d'en redescendre. Et dès que le véhicule arrivera à destination, tous les passagers descendront normalement. Sauf la victime qui aura purement et simplement disparu. Vous trouvez ce SCP flippant ? Dites-vous qu'on est qu'au-dessus de l'iceberg pour l'instant. Car en fouillant dans les addendums de son rapport, c'est-à-dire les fichiers en annexe, on comprend tout l'effroi du ticket. Déjà, les victimes ne disparaissent pas vraiment. Elles sont transportées dans une autre réalité où elles se font dévorer par des araignées géantes. Sympa. Ensuite, dès que la victime s'installe dans le véhicule, elle ressent un sentiment d'effroi croissant. À la fin de la course, elle sombre dans un état de terreur panique. Des observations ont rapporté qu'elle voit aussi un ciel plus sombre autour du véhicule, que des objets normaux deviennent menaçants, et qu'en plus, certaines victimes sont incapables de discerner les autres passagers. Au départ, la Fondation a cru que c'était des hallucinations. Pourtant, tout ce que les victimes voient est bel et bien réel. Le ciel noir, ce sont les vitres du bus fantôme qui entourent le bus qui est dans notre réalité. L'impossibilité de descendre, ce sont les passagers du bus fantôme qui bloquent les utilisateurs du ticket. En effet, il n'y a pas un bus, mais deux. Et dès qu'il est lancé, le bus dans notre réalité ne peut être ni dévié ni arrêté. Cerise sur le gâteau, ce SCP d'apparence simple à contenir évolue.
Pour ça, il abandonne son schéma traditionnel et est capable de prendre l'apparence de n'importe quel pass requis. Qu'il s'agisse d'un pass pour un théâtre, un restaurant ou un billet de banque. Le SCP-3000, Anantashesha, classe Tomiel. À des centaines de mètres sous l'eau, dans la région du Bengale, le sous-marin de combat SCPF Eremita patrouille. Ses objectifs sont clairs. Surveiller le 3000 et récolter le maximum de substances Y909. Malgré le fait que la créature fasse entre 600 et 900 km de long, elle ne bouge presque jamais son corps de 10 mètres de diamètre. Seule sa tête, environ 2,5 mètres de diamètre, remue parfois lorsqu'on lui offre un repas. Et par repas, entendez un personnel de classe D ou un plongeur qui succombe à ses effets mémétiques. Car oui, le 3000 impacte durablement la psyché de toutes les personnes qui sont proches de lui. De la paranoïa, une peur généralisée, des épisodes de panique, une altération, voire une perte de mémoire. Ces effets sont tels que plusieurs membres du personnel du SCPF Eremita ont déjà ouvert la trappe du SAS en plein exercice. Tous ces effets valent largement la peine. Car lorsqu'il digère son repas, il sécrète une substance indispensable pour la Fondation, l'Y909. Grâce à ce précieux liquide grisâtre, la Fondation a pu créer des amnésiques beaucoup plus efficaces. Par rapport à nos anciennes méthodes, on note une meilleure suggestivité, un meilleur effacement de la mémoire et moins de souvenirs intrusifs. Bizarrement, certaines personnes disent se souvenir de souvenirs qu'ils n'ont même pas vécus, des souvenirs qui ne leur appartiennent pas. Par contre, une question nous a taraudé l'esprit. Que deviennent tous les repas qu'on lui offre ? Avec 900 km de longueur, même une baleine ne suffirait pas à lui fournir toute l'énergie dont il a besoin. Eh bien, il ne les digère pas. On lui a fait une radio grandeur nature et on a retrouvé les corps de tous ses repas intacts. Dieu seul sait ce qu'il fait vraiment lorsqu'il digère. Mais une chose est certaine, le résultat de sa digestion, c'est le liquide Y909. Et impossible pour nous de nous en passer, alors on va continuer de le nourrir. Le SCP-1875, l'ordinateur de jeu d'échecs. Classe Euclide. Le SCP-1875 est un ensemble de 4 pièces, numéroté SCP-1875-1 et ça va jusqu'à 4. Le 75-1 est une table de jeu d'échecs faite d'acier. Sous les cases, un mécanisme de déplacement complet alimenté par 64 électromagnétes et un ordinateur. Le plus étrange dans ce SCP, son ordinateur. Oubliez les microprocesseurs. Le 1 tourne grâce au cerveau de 2 filles d'un ex-prodige russe des échecs. Le 2, quant à lui, est un ensemble de jeux d'échecs fait avec les os des fillettes. Le 3 est un moteur à vapeur datant de 1860. C'est lui qui actionne l'engin et fait bouger les pièces. Enfin, le 1875-4 est une armure de samouraï normale qui est placée là pour imiter un adversaire. Étrangement, toutes les personnes qui le regardent rapportent ressentir de hauts niveaux d'anxiété. Le 1875 n'entre en phase active que lorsqu'un joueur active la manivelle de vitesse du 1875-3. Il y a 5 niveaux de vitesse. Au niveau 1, il joue comme un débutant. Au niveau 2, il augmente légèrement la complexité de son jeu. Et ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Le niveau 5 n'a été testé qu'une seule fois. Et il a causé beaucoup de dégâts à la Fondation. Déjà, la machine ne jouait plus en respectant les règles du jeu d'échecs. Elle s'est mise à tricher, à faire des mouvements improbables. De quoi énerver les chercheurs présents. Mais ce n'est pas là que l'horreur a commencé. 5 minutes après la fin des tests, toutes les personnes présentes ont reçu un mail avec une image en pièces jointes. Et beaucoup d'entre elles ont commis l'erreur de l'ouvrir. À l'intérieur, rien, à part une photo. Les malheureux lecteurs du mail ne le savaient pas encore, mais ils venaient de signer leur arrêt de mort. Tous et toutes ont commencé à se plaindre. Des pertes de lucidité, des hallucinations, et surtout ils entendaient les rires d'enfants. Certains membres du personnel sont allés jusqu'à s'auto-mutiler. Dans 100% des cas, la vision de l'image entraîne la mort de celui qui la regarde. Et vous savez le pire, c'est que ce n'est pas le fait de la regarder qui vous tue. Non, dès que vous ouvrez le rapport, les âmes vengeresses des fillettes vous prennent pour cible. Elles veulent juste vous garder plus longtemps dans un amas de données qui ne sont peut-être pas vraies. Mais elles vous ont déjà vu. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. Le SCP-823, le carnaval de l'horreur. Classe Euclide. Le 823 est un parc d'attractions abandonné situé quelque part près d'une position inconnue. Jusqu'à présent, aucun membre de la Fondation SCP n'a réussi à comprendre sa logique, et encore moins son fonctionnement. Alors, comment est-ce que l'on sait qu'il est anormal ? Alors, c'est à cause des multiples rapports de dommages causés aux clients. Un individu portant un costume de la mascotte Hippo Heureux a été retrouvé mort d'étouffement. Lors de l'autopsie, on a découvert que sa trachée et ses poumons étaient remplis de la même matière que son costume. Il y en avait trop pour qu'on ne puisse croire que des fibres soient entrées par inhalation. Ensuite, 15 individus ont été décapités sur une montagne russe. Grâce au témoignage des témoins, on a su qu'ils n'avaient pas été décapités en une fois, mais 2 à la fois. Dès que l'attraction atteignait un virage, 2 personnes étaient décapitées. Attendez, y a rien qui vous choque ?
Comment est-ce qu'en décapitant 2 personnes à chaque fois, eh oui, celui qui aurait dû être la 16e victime a réussi à sauter, et il s'est écrasé au sol dans une position étrange. Autre incident notable, qui a clairement confirmé la nature anormale de l'entité, un couple s'est retrouvé fusionné et lié ensemble sur plusieurs parties de leur corps après être sortis de l'attraction, le tunnel de l'amour. C'était trop étrange pour que l'on croie à un incident. Immédiatement, la force mobile RHO-71 a été envoyée sur place. Je vous spoil, ça s'est soldé par un désastre. 3 morts en quelques minutes à peine. Le commandant de l'équipe a été retrouvé mort, avec un organe génital enfoncé dans l'œil gauche. L'agent a été retrouvé avec toutes ses cartouches de munitions désassemblées. La cause de la mort, il a mangé la poudre de ses balles. Enfin, un autre agent a été retrouvé avec les poumons lacérés et la mâchoire cassée. L'exploration du site étant beaucoup trop dangereuse, le site est classé Euclide et personne n'a l'autorisation d'y entrer. Le SCP-1981, Ronald Reagan se coupe quand il parle. Classe sûre. Devant les membres de l'Association nationale des évangéliques, Ronald Reagan tient un discours pour le gel de l'armement nucléaire. Seulement, voilà, le président des États-Unis décide de s'écarter de son texte et part en vrille totale, lâchant sa célèbre phrase sur l'ennemi soviétique. L'empire du mal. Si vous suivez la cassette Betamax, appelée le SCP-1981, vous reconnaîtrez ce discours. Du moins, jusqu'à 1 minute et 10 secondes d'enregistrement. Là, le discours de Reagan change à chaque fois. À chaque visionnage, ces mots sont aléatoires et n'ont aucun sens. Parfois, le président parle de torture, de sacrifices rituels, d'attentats à la pudeur des enfants et autres. Parfois, il parle aussi d'événements qui ne s'étaient pas encore passés dans la réalité, notamment les élections de 2008 en Russie et le 11 septembre. Après 5 minutes, des blessures, des lacérations et autres incisions commencent à apparaître sur le président. Et plus la vidéo s'allonge, plus le corps du président se couvre de plaies purulentes. Dernière bizarrerie de cette cassette vidéo, un homme de taille moyenne, vêtu d'une robe noire, qui remplace aléatoirement un membre de la presse de Reagan. La cassette s'arrête uniquement dans 3 situations. Soit les cordes vocales de Reagan sont coupées, soit elle atteint 22 minutes et 4 secondes, soit le 1981-1 se manifeste avec le message « Je vous vois », écrit en rouge et clignotant. Aucune tentative pour communiquer avec lui n'a été entreprise, et aucun effet anormal n'a été observé. SCP-2998. La transmission anormale. Classe sûre, Euclide, neutralisé, Keter, Néhémoth, Oménet. Maria, félicitations. Tu es désormais la directrice de l'administration de la sécurité des informations et des archives, la SIA. Quand on me l'a annoncé, je m'attendais à enfin pouvoir vivre une vie de gratte-papier paisible. Était-ce trop demandé après tant d'années de bons et loyaux services ? Reprenons depuis le début. Site 19, 2011. Ça fait des années que les équipes radio de la Fondation captent le même bruit blanc. Un signal électromagnétique avec une fréquence constante de 2485 MHz. Nous avons eu beau faire des efforts, nous n'avons jamais réussi à déterminer son origine. Pourquoi ? Parce qu'aussi loin que nous allons dans notre système solaire, il est toujours là. Son intensité ne faiblit jamais. En 2011, on a pu décoder le message de la transmission. Et le résultat nous a fait tomber de haut. C'était une vidéo numérique avec une bande son mono. Tout ce qu'on pouvait voir était une entité, vaguement humanoïde, flottant dans une pièce sombre. Sans être un expert en biologie extraterrestre, je voyais aisément que la créature souffrait. Elle semblait flotter dans le vide. Parfois, des objets sont lancés sur elle et elle se débat. Ça fait presque pitié. Peut-être est-ce un appel à l'aide ? On ne sait pas encore. Fin de l'entrée du journal de Maria Jones. O5-11 a demandé à ce que SCP-2998 soit reclassé Euclide. Je répète, le SCP-2998 est désormais classé Euclide. Bordel, ce signal n'est pas aussi sans effet comme nous le pensions. Nous avons commis la bêtise de croire que le signal avait un point d'origine unique. Il vient de plusieurs sources. Pire que ça, nos meilleurs savants ont fait preuve de négligence en laissant les images à portée de certains classes D. Vous me direz que ça n'a eu absolument aucun effet sur nous. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions nous méfier ? Vous n'avez pas totalement tort. Après y avoir été exposés, certains classes D ont manifesté de la démence et des épisodes de paranoïa. Ça sent mauvais cette histoire. Allez, Maria, ne cède pas à la panique. SCP-2998 n'est qu'une autre atrocité parmi toutes celles que tu as vues dans ta vie. Fin de l'entrée du journal Maria Jones. 2014. Après la peur suscitée par la découverte des sujets Rosetta positifs, nous avons pu nous livrer avec joie aux expérimentations. Et bon Dieu que ça a été instructif. Reprenons depuis les bases pour que quiconque trouve mon journal puisse comprendre. Après les incidents avec les classes D, il y a 1 an, une évidence nous a sauté aux yeux. Certaines personnes peuvent percevoir plus d'informations que le commun des mortels. Honnêtement, je suis un peu jalouse. Moi aussi, j'aurais aimé avoir accès à un savoir réservé. Ça m'aurait changé. Bref, on a testé autant de classes D que possible, et ceux qui sont compatibles avec le signal additionnel sont nommés les Rosetta positifs. Selon le protocole, on les expose 12 heures par jour aux images de SCP-2998. Et les résultats sont spectaculaires. Tous les sujets décrits entendent un son aigu, même lorsque le son du poste de décodage est coupé. Ensuite, ils font une crise épileptique et se mettent à parler de manière erratique. Du moins au début. Après quelques minutes à gesticuler par terre, ils arrivent enfin à prononcer des phrases cohérentes. Toujours les 2 mêmes phrases. Gloire à Adidal. Pouvoir. Toute lumière se courbe. Tout son se répand.
Gloire. Le maudit était connu sous le nom de Ruar avant son crime. Éternelle sera sa souffrance. Il souffrira encore quand tout le temps de ce cosmos se sera écoulé. Sa souffrance sera vérité lorsqu'il n'y aura plus de vérité. Et c'est même pas ça le plus fou. Tous déclarent être tombés dans un état de rêve, d'avoir visité un endroit aux proportions gigantesques et inconcevables. Comment est-ce qu'ils font pour comprendre ce que baragouine la transmission? Non, plusieurs questions. C'est qui Adidal? C'est qui Ruar? Quel crime a-t-il commis? Est-ce que c'est des extraterrestres avec des gros yeux globuleux ou des humains comme nous? Ça devient excitant et un peu flippant. Fin d'entrée du journal de Maria Jones, directrice ASIA. Le 20 mars 2016, moi qui sautais de joie à l'idée de découvrir des humains sur d'autres planètes, finalement le conseil O5 a ordonné que SCP-2998 soit classé comme neutralisé. Non pas qu'on ait fait grand chose, mais depuis 18 mois, on ne capte plus rien. Et hors de question de continuer à mobiliser du personnel sur un projet mort. Fin d'entrée du journal de Maria Jones. 11 décembre 2016. On aurait dû voir les embrouilles venir de loin, merde! Ce n'était pas une transmission radio normale. Le 2998 est bien plus dangereux que ce qu'on pense. Ça a commencé avec les classes D, Rosetta positifs. Ils étaient 8, et Dieu seul sait combien ils sont aujourd'hui. Ils ont agi en étant parfaitement coordonnés. Pas un mot, pas un regard, rien! Ils ne se sont échangés aucune information. Du fond de leurs cellules respectives, ils ont agi comme un seul homme. Nous avons commis une erreur monumentale. Quelques jours après, les FIM se sont mis à crouler sous des rapports alarmants. Plusieurs individus dans le monde se sont mis à reproduire le comportement de nos classes D en fuite. Vous, qui lisez ce rapport, si vous voyez quelqu'un présentant l'un des symptômes suivants, tirez, directement. Une déficience périodique de la motricité globale. Une coopération avancée entre individus sans aucune communication. Des hémorragies inhabituelles et fréquentes. Et si vous hésitez, dès que vous entendez le mot Adidal, par pitié, tirez. Même si c'est votre mère ou votre dernier petit-fils, chargez votre revolver et tirez. Le 2998 n'est pas un signal électromagnétique, c'est un être vivant. Un extraterrestre. Ruar et Adidal ne sont pas des créatures faites de chair et de sang. Je pense que le terme qui se rapproche le plus serait des idées vivantes. Pour le bien de la documentation, je vais écrire dans son rapport « SCP-2998 est un phénomène anormal associé à l'incursion extraterrestre dans l'espace translunaire ». Ouais, on est en crise, mais pas question de déroger au style de la Fondation. Le 6 janvier 2017. Depuis un mois, la situation a évolué. Et pas de la meilleure des manières. Nous, la Fondation, on tient bon. On est même devenu une église. Je vous jure, riez pas. Désormais, les commandants et les chercheurs sont devenus de grands aumôniers chargés de répandre la bonne nouvelle. Quel paradoxe. Nous qui vivions dans l'ombre et le secret, on veut maintenant être connus de tous. Mais bon, vu la nature de la menace, endoctriner les maigres restes de la civilisation, de ce qui fut autrefois notre planète, est ce qu'il y a de mieux à faire. Au fait, je vous ai pas dit que notre planète ne nous appartient plus? Ou que SCP-2998 est officiellement classé Néhémoth? Ouais, on subit une invasion extraterrestre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est que des dégâts collatéraux. Adidal se fout royalement de nous. À ses yeux, on est comme les vers de terre que vous écrasez par mégarde en marchant sur un sentier. On est sans importance et sacrifiable. Bref, Ruar a été emprisonné au vu et au visage de tous. Comme quoi, aliens et humains ont les mêmes problèmes d'ego. Et qui a permis à Ruar de s'évader en lui offrant 8 classes D dans lesquelles il a pu implanter son idée, grâce à qui il a pu s'enfuir de sa prison? Nous. Paradoxalement, nous. La Fondation SCP, entité auto-désignée pour protéger l'humanité, on l'a conduit à sa perte. Ni Adidal, ni Ruar ne sont du genre à négocier. En moins d'1 minute, Adidal a fait débarquer son énorme vaisseau pas loin de notre lune. Il n'a pas fallu longtemps avant que lui aussi ne se mette à émettre sa propre fréquence. Toutes les personnes qui étaient réceptives sont devenues ses soldats. Une légion de créatures, entièrement noires et protégées par une solide carapace, et sur tous nos sites. Ni les balles, ni le feu, ni la glace, ni un lance-roquette, rien. On a essayé au cas où, mais rien n'arrête ces fichus Lox. De l'autre côté du ring, les infectés de Ruar restent comme vous et moi. Humains, du moins de corps. Et ça suffit pour les éliminer. Les grands aumôniers, puisqu'il faut désormais les appeler ainsi, interdisent formellement de les capturer vivants. On a commis cette erreur, 203. 4 heures après, une nuée d'instances de SCP-2998-C ont détruit le site. Espérons que tout s'arrange. Beaucoup de temps après, on a échoué. Au moment où j'écris ces lignes, la Fondation SCP, les États, les gouvernements, tout a été détruit par Adidal et Ruar. L'humanité est officiellement perdue. Nous n'avons plus aucune chance de nous en sortir. Un après l'autre, nos sites sont tombés. Le conseil O5, pourtant réputé immortel, ne donne plus signe de vie. Même nos sites, dits de réinitialisation, censés permettre à l'humanité d'éclore à nouveau, ont été corrompus par ces saletés d'aliens. Le système de communication de la Fondation, dont j'avais un peu la charge, ne fonctionne plus. Nous ne sommes plus qu'une poignée de scientifiques et de gardes. Bon, dans notre désespoir, on a envoyé SCP-682 combattre nos envahisseurs. Et pour notre plus grande joie, ce fichu lézard s'est fait démonter. Quoi, faut bien chercher de quoi s'amuser pendant ces derniers instants, non? Ils vont vite regretter d'avoir détruit notre système informatique et d'avoir libéré les horreurs contenues dans nos sites. Les théocrates se sont fait anéantir le mois dernier. Alors,
J'en profite pour au moins laisser mon journal en bas de page. C'est l'un des derniers outils du réseau de l'ancienne fondation qui soit encore fonctionnel. C'était Maria Jones. Accréditation de la fondation Delta 16516 et Pion Charlie. Si quelqu'un me lit, parlez-moi s'il vous plaît. Maria, t'es toujours en V? Jésus, comment tu t'es tiré de 19? C'est David Rosen. L'Acre Sigma 5015 puis bravo. Oh puis merde, comme si tu pouvais vérifier ça. Je me suis caché au 6-2C, et c'est l'une des dernières pages d'archives auxquelles j'ai pu accéder. T'es où? David, on était en transit quand les logs ont eu 19. On s'est déplacé de cachette en Californie depuis. Je suis avec les rescapés de quelques FIM et quelques autres chercheurs, peut-être une vingtaine. Et toi? Je suis caché dans un poste de sécurité en sous-sol. Quelqu'un y avait gardé une bonne quantité de rations là-dessous. Je pourrais probablement y survivre 2 années de plus, mais je peux pas faire trop de bruit. Ils ont le contrôle physique du complexe entier. J'ai cependant accès au système informatique. Je ne pensais pas qu'ils fassent quoi que ce soit d'autre que chercher leurs fugitifs. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'occuper un site? J'ai accédé au système de sécurité et je les ai regardés quelque temps. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais bien regarder, jusqu'à ce que je lise certains documents qui traînaient. Ce site a un objectif bien spécifique. Apparemment, ces types s'en sont rendus compte également. Ils font du confinement. Donne-moi quelques minutes pour me mettre à la page. J'ai tout le temps. Quand tu reviendras, j'aurai une question si ça te dérange pas. Oh mon dieu, ce 6-2C, l'anomalie est toujours? Il y a des logs là-haut qui la surveillent? Est-ce qu'ils font les choses différemment? Pas des logs, des drones en fait. Tous ceux que j'ai vus, à une exception près, sont des humains infectés. Les logs ont pris ce site très tôt. Peut-être le premier qu'ils aient pris lorsqu'ils sont descendus. Mais ils ne traînent plus trop dans le coin. Ils ont laissé un logs pour garder le lieu, juste un superviseur, j'imagine. Mais ils suivent le protocole parfaitement. J'ai regardé plein d'enregistrements vidéo et j'ai rassemblé quelques-unes des informations les plus bizarres sur lesquelles j'ai pu tomber. Je peux pas vraiment vous expliquer ce qu'ils ont fait dans la plupart des cas, car je suis pas sûr de ce que je voyais. Mais Tophet et 231-7 sont clairement dans un autre monde. Tout comme 682. Je crois qu'ils ont accidentellement adopté une planète entière, pleine d'anomalies dont ils vont devoir s'occuper à présent. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est franchement un peu drôle. Ok, écoute, j'ai une idée. Je ne pense pas que tu aies l'autorisation pour ce fichier, mais vois si tu peux accéder à Tomiel Alpha 2. Utilise mon code d'accréditation. Oh, et quelle est ta question? Ok, le fichier semble se charger, mais c'est lent. Oh Jésus, je peux déjà deviner que c'est bien au-delà de mon salaire. Ou ça l'aurait été, je suppose. Quoi qu'il en soit, il paraît que les logs sont là pour récupérer leurs fugitifs ou un truc du genre. C'est ça? Est-ce qu'on a fini par découvrir ce qui s'est passé à ce propos? Une fois que le document sera chargé, cherche-y la phrase « On ne peut pas faire entrer de fiches rondes dans des trous carrés ». Je ne sais pas exactement comment le processus d'infection des logs fonctionne une fois qu'un humain est exposé au signal. Mais nous avions 8 classes D échappées après la mort de Ruard, et tous les 8 étaient morts dans les 3 jours. Traqués par des FIM et abattus en tentant de s'enfuir. Il n'y avait aucun moyen pour nous de négocier notre sort. Si, c'est ce que tu demandes. Je sais pas pourquoi c'est maintenant, mais je me demande juste, et si? Bref, quoi qu'il en soit, j'ai la note sous les yeux. Je fais quoi maintenant? Surligne ces mots et contrôle Alt-Enter. Lis ce qui vient ensuite. Oh merde! Laisse-moi aller voir à l'armurerie. J'espère que ces rations de combat m'ont gardé dans une forme assez correcte pour déclarer une brèche de confinement. Cet autre SCP est-il seulement là? Je ne te demanderai pas de te porter volontaire pour ça s'il y avait une autre solution. Mais c'est même pas une solution. C'est juste un plan d'urgence théorique. Mais oui, je sais de source sûre que les deux étaient entreposés au 6-2C ensemble pour une bonne raison. Si nous n'avions pas perdu ce site si tôt, je suis prêt à parier que nous l'aurions activé à présent. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'avons plus grand chose à perdre. Sans offense, hein. Aucun souci. Ce qui me reste, c'est pas vraiment une vie. J'ai quelques fusils d'assaut ici et quelques grenades. Je ne crois pas qu'aucun des drones soit armé. Je sors du site maintenant. Sais-tu où est-ce qu'il se trouve au 55? Cherche une salle de stockage marquée 55 sur les plans. Ça devrait être assez proche des derniers sous-sols. En fait, tu devrais en être pas loin. Emmène-le à la chambre de confinement primaire et passe la fiche dans le trou. Je crois que je suis prêt. Quoi que ce soit d'autre que je doive savoir, rien de plus que je puisse dire. Bonne chance pour sauver le monde. Merci, à bientôt, où que ce soit. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cet énorme documentaire, j'espère que vous avez kiffé. Je t'invite évidemment à cliquer sur ton écran si tu veux continuer à passer la soirée avec moi et continuer à enquêter un peu avec moi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur la Fondation SCP. C'était Noah, ce fut un plaisir. Bye.